Bonsoir. Ça va? Ouais, bonne ambiance. Je suis ravi que vous soyez là. Merci à vous d'être venus pour cette première édition du Fanta Talks. On va être disposés ici à discuter de différents sujets. L'objectif pour nous, c'est surtout pour les parents qui sont présents ce soir, essayer de comprendre ce que vos enfants regardent sur Internet. Je pense que maintenant, vous en doutez, on ne regarde pas que des vidéos de chats. Ce soir, je vais pas être tout seul, évidemment. Je vais avoir 4 personnes qui vont me rejoindre pour présenter et pour discuter ici. Un maximum de bruit pour Juliette Tressanini, s'il vous plaît. Faites-moi un maximum de bruit pour Amixem, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Kevin, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour John Rachid, s'il vous plaît. Moi, j'ai des questions à vous poser. Vous allez pouvoir y répondre tous ensemble. Première question, c'est si vous deviez expliquer votre métier à quelqu'un qui comprend rien, vous diriez quoi? Alors, par exemple, le taxi qui m'a amené ici, voilà. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Putain, t'es bon. D'abord, une mise en scène. Donne-moi l'intention. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oula, monsieur, vous savez pas la question que vous venez de poser là. Je fais des vidéos sur Internet. Là, je balance le mot Internet, rarement YouTube, parce que ça fait beaucoup d'infos, tu vois. Vous faites comme Norman. Alors, non, là, il était même pas au stade de Norman et de Cyprien. Du coup, j'ai dit que je faisais des vidéos sur Internet, sur YouTube. Et la question qui vient 100% après, c'est « Et donc, vous en vivez ?» T'es au chômage en fait. Voilà. Non, c'est pas ça. Moi, c'est un peu différent. Moi, je dis que je suis comédien parce que je me le raconte. Et après, directement, on dit on peut vous voir où? Sur YouTube en fait. Donc voilà. Ah, t'as l'impression de décevoir les gens quand tu dis. Bah ouais, comme ça les déçoit vachement, vraiment. Des fois dans des séries, mais sinon principalement sur YouTube. Moi, c'est un peu comme John. Enfin, en gros, je fais des films, que ce soit sur YouTube ou à la télé, ça serait exactement la même chose. Mais quand on me dit je suis youtubeuse, j'ai toujours un peu de. Je suis pas téléeuse parce que je passe à la télé. On est comédien. Je suis d'accord. Et que, peu importe la plateforme, on le fait avec le même engagement et amour, quel que soit le support. Alors, vous répondez quoi à ceux qui vous disent, à part youtubeur, tu fais quoi comme vrai métier? Moi je dis je suis magasinier. À chaque fois je te jure je dis ça. Je te jure je réponds ça à chaque fois quand on me demande tu fais quoi des d'autres. Je suis magasinier, entre temps je vais ranger des rayons et tout. J'esquive la question et je dis tout simplement je suis auteur de manga. Tu sors la deuxième ficelle. Il y a un truc super important, c'est que je pense quand même, on est tous les 4 sur la même plateforme, mais on fait pas tout à fait le même métier. Voilà. Et du coup, on se croise dans les tendances ou dans les recommandations YouTube, mais on fait vraiment, je pense, pas le même métier. Ou des fois oui, des fois non. C'est important de comprendre ça aussi. C'est que les youtubeurs sont pas dans le même panier, quoi. Voilà. Ça, c'est que c'est divers. YouTube, c'est vaste, c'est grand et on fait pas tous la même chose, donc c'est impossible d'expliquer en 2 phrases. Je suis en train de t'expliquer ça, mais tu sais. Non, mais c'est bien. C'est à vous que j'explique. Parce qu'Hakim, il sait très bien. Il est comme nous. J'ai entendu parler de YouTube, mais je vois pas ce que c'est. Et c'est quoi la difficulté pour vous du métier de youtubeur? Pour moi, la principale difficulté, c'est trouver le juste milieu entre ce que toi tu veux faire et ce que le public veut voir. Parce que des fois, tu as envie de faire un truc, tu dis si je fais ça, je vais me faire éclater, mais j'ai vraiment envie de le faire. Accepter, des fois, se frustrer sur une idée et de pas la faire, mais trouver le juste milieu. On va dire que tu te censures toi-même? Non. Parce que t'as pas de patron sur YouTube, donc en vrai, tu pourrais faire ce que tu veux. Mais t'as une responsabilité aussi de pas dire n'importe quoi. Globalement, on a les mêmes schémas. On doit produire, faire des nouveaux trucs à chaque fois et recommencer à chaque fois indéfiniment. Quand on sort une nouvelle vidéo, on est trop content, mais il y a tout le travail qui vient avant et le résultat après on se dit, on arrive tous au même point au bout d'un moment, c'est bon allez, faut faire une nouvelle vidéo. Et ça, c'est le point commun qu'on a tous ensemble quoi. Faut à chaque fois produire et c'est ça qui est difficile. Non mais je suis totalement d'accord. Il y a un truc propre à YouTube, c'est que le cycle est extrêmement court, peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire que John fait des courts-métrages qui sont très longs à faire par rapport à mes vidéos par exemple, mais malgré le fait qu'on fait des choses totalement différentes, c'est hyper court et il faut se relancer direct dans un autre truc. Enfin, voilà. C'est l'exemple, c'est que là je viens de sortir un truc, on a travaillé 1 an et demi dessus, j'en ai profité pendant 3 jours, terminé, il fallait repartir sur autre chose direct. Donc ça, le point commun de nous tous, c'est vraiment de ce cycle, de recommencer ce cycle à chaque fois. Quand on fait de la fiction, John, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'on a envie de faire des plans de ouf, d'avoir 10 000 lieux de tournage et le budget qui est pas toujours là. Donc, le principal frein. C'est toujours de se dire comment je vais essayer de rendre un truc beau avec 3 bouts de ficelle. On va pas se mentir. Voilà. Ça dépend ça rend créatif. C'est bien, mais ça dépend des trucs. Quand tu arrives à trouver de l'argent, c'est cool. Moi, sur le dernier, j'ai réussi à trouver tout ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est de la débrouille, quoi. C'est de la débrouille. C'est de la débrouille. Les copains, voilà. Puis on fait tous les posts. Ouais. Et est-ce que vous avez le sentiment, quand on vous définit comme youtubeur, que ça vous enferme dans un rôle? Dans le rôle de Norman. Non mais c'est vrai, je veux dire, youtubeur pour le mec lambda, c'est tout de suite, je pense, Norman, Cyprien, peut-être Squeezie, enfin voilà, c'est... Il y a un côté péjoratif qui est un peu relou. Quand t'es youtubeur, on va nous mettre à côté d'un mec qui mange marron pendant 24 heures. J'arrête pas de répéter ça en ce moment, mais c'est vrai. Un mec qui mange marron pendant 24 heures, moi je fais pas ça, moi. C'est pas ça mon métier. Pourtant, on a le même titre. Faut définir. Jaune, un mec qui fait une vidéo dans laquelle il mange marron pendant 24 heures. Pardon les parents, ceux qui... Il y a des gens sur internet qui mangent la même couleur pendant 24 heures.
Et les gens regardent ça en masse. Je ne comprends pas, je suis comme vous là-dessus. Hein. Nous mettre dans youtubeur, c'est nous mettre à la même place que ces mecs-là. C'est un peu péjoratif. C'est vrai que C'est chiant. quand j'ai commencé à faire de la télé, on m'a dit « Ah, tu joues bien pour une youtubeuse ». Et ça m'a vachement blessée. Et je me suis dit « Mais vous savez qu'il y a plein de youtubeurs qui sont très bons comédiens. Ouais. Extrêmement bons. Il faut aller chercher ces talents-là. Et t'as pas commencé sur YouTube en plus. Non, et j'ai fait 10 ans de théâtre. Oui, c'est ça. Voilà. Moi non plus, j'ai pas commencé sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, il faut arrêter avec le côté péjoratif. C'est un vivier de talent, que ce soit au niveau des réalisateurs, des comédiens, des scénaristes. Et c'est là qu'ils doivent aller puiser la matière nouvelle et fraîche. Moi, j'ai toujours soutenu le fait que sur YouTube, comme on est validé par un public, ça nous rend limite plus légitime en fait. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans la chanson, qui sont au cinéma et qui sont pistonnées et qui n'ont pas le talent que nous on a. Alors que nous, on a été validés par d'autres Ils sont personnes. peut-être plus modestes, mais ils n'ont pas le talent. Ils sont peut-être plus modestes. Ils sont peut-être plus modestes, mais nous. Ça fait pas modeste, mais il a raison en vrai. Mais en fait, C'est validé. il y a beaucoup moins de pistons sur Internet et sur YouTube qu'il y en a au cinéma ou dans la chanson. Parce que le rapport, il est direct avec vous. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a personne qui nous fait travailler, c'est nous qui travaillons et il y a un rapport direct. Et c'est grâce à vous qu'on a du succès. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour les gens qui voudraient créer sur YouTube? Moi, je pense que faire ce que tu kiffes, vraiment, c'est la base. Proposer aux gens ce que tu kiffes, moi, ça n'a jamais autant marché que quand j'ai fait ce que j'aimais, quoi. Quand t'es faux, ça se voit très vite. Ça peut marcher, mais ça tient sur rien et ça va s'écrouler au bout d'un moment. On m'a posé la question il y a 2 ans de ça, j'étais chez Google. J'ai l'impression que c'est ainsi pour réussir sur YouTube, il faut poster énormément, quasiment 3 fois par semaine, 2 fois par jour. À l'époque, je savais pas comment répondre. Et en fait, que vous postiez 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, 2 fois par semaine, peu importe. Si le contenu que vous proposez, c'est le meilleur qui existe sur la plateforme dans votre domaine, vous allez réussir. C'est un ingénieur, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Mais c'est la vérité. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il y a de la place aussi pour pas les meilleurs. Il y a aussi de la place pour les seconds, les troisièmes. Je dis ça parce que moi, je suis second, troisième dans mon domaine. Je suis pas le meilleur. Pour faire sa place, il faut aimer ce qu'on fait, ça c'est 100% sûr. Et puis il faut être régulier. Si au premier bid, tu t'arrêtes, c'est mort quoi. Quand tu dis pas les meilleurs, en fait, il y a de la place pour des personnalités attachantes aussi. Des gens qui sont pas forcément vraiment hyper performants ou les meilleurs ou les peu. Mais juste, on les aime bien et c'est comme ça. Puis en France, on aime bien aussi parfois les gens qui sont genre un peu comme Pierre Richard, quoi. Enfin, tu vois, un petit côté. Je sais pas. Moi, c'est une personnalité qui peut me faire adhérer. Une autre ref pour les parents encore. Je suis d'accord avec ce que Juliette dit, c'est qu'il y a un gros capital sympathie qui peut jouer sur YouTube. Maintenant, de ce que j'ai vu, c'est que ça dure un temps ce truc-là. Tu peux paraître sympa en face de la caméra, mais si tu fais que des trucs mauvais, au bout d'un moment, Ça s'essouffle. Et Ouais. maintenant, c'est à toi de montrer que artistiquement, t'es quelque chose. Il faut que le contenu soit lourd, sinon c'est la base en fait du truc. Donc le travail. Ah, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? J'étais au théâtre beaucoup et puis je suis tombée enceinte, j'ai eu un petit garçon et je me suis dit oulala, les horaires de théâtre c'est l'enfer, le soir et le week-end je vais jamais en profiter et je me suis dit il faudrait que je trouve un truc avec des horaires de crèche. Je vous jure que c'est vrai. Très pragmatique. On sent la passion, en tout Et cas. je suis vraiment très très honnête. Et j'avais commencé à réaliser dans le cadre d'un concours Nikon un court-métrage qui a bien marché, qui est parti au festival de l'Alpe d'Huez. Ça m'a un peu dépassé cette histoire. Et à l'Alpe d'Huez, une fille est venue et dit: est-ce que tu voudrais faire partie du premier collectif féminin sur YouTube que je veux monter, qui s'appelait les Good Monique. On cherche une 3e personne. Est-ce que tu veux rejoindre le collectif? Et j'ai dit: est-ce qu'il y aura des horaires de crèche? Elle m'a dit oui. J'ai dit banco. Et t'as fait partie des Spice Girls. Voilà. Maxime? En fait, j'étais en école de commerce à Nantes. Et en gros, c'est un prof de journalisme qui nous avait dit, voilà, vous passez beaucoup de temps libre à faire rien, à part boire et aller dans les bars et tout ça, parce que vous êtes étudiant. Essayez de convertir une partie de ce temps en la création de quelque chose qui reste après votre diplôme, pour que ça fasse justement une carte de visite auprès d'un recruteur. Et du coup, moi, je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et je me suis dit, à l'époque, YouTube, c'était les plus gros YouTubeurs, le top 10, c'était que du gaming. Et du coup, j'ai fait des montages, en fait, de mes parties de jeux vidéo, qui résument, du coup, les moments les plus forts, les plus drôles. Et j'ai publié ça sur ma chaîne en me disant si ça fait ne serait-ce que 500 ou 1000 abonnés, ça peut faire une bonne carte de visite. Et au final, à la sortie de mon Master 2, ça faisait plus qu'une carte de visite, ça faisait un petit SMIC. Du coup, j'ai fait bon, bah on va faire ça alors. Et voilà. Kevin? Ce que je dis toujours, c'est que j'ai fait des bonnes études, mais un peu par accident. Il s'est avéré que j'étais bon à l'école, mais c'était pas forcément mon choix premier. Par exemple, lorsque j'étais petit, je voulais être dessinateur. Ma mère, elle m'a dit ok, donc j'ai pas fait dessinateur. Je voulais être basketteur, mais j'étais trop petit. Je voulais être acteur. J'ai participé à un casting quand j'étais en première. J'avais eu le second rôle. Et mon père m'a dit, en France, dans le cinéma, il n'y a pas de place pour les Asiatiques, à part pour des rôles clichés. Quand il m'a dit ça, j'avais aucun contre-exemple pour lui dire c'est faux, il y a un tel. Et donc du coup, lorsque j'ai découvert YouTube, et aussi des Américains d'origine asiatique faire des vidéos depuis chez eux, je me suis dit,
bah moi, j'ai le pouvoir de changer ça. C'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne en disant parce qu'un Français d'origine asiatique peut faire rire sans utiliser l'accent. Et aujourd'hui, si le père de Kevin Tran il y a 10 ans dit il n'y a aucun Français d'origine asiatique qui peut réussir dans le divertissement, et bah Kevin Tran peut dire faux, il y a le rire jeune. Voilà. Oui. Il n'y avait pas d'arabe sur YouTube, du coup. Non, moi j'ai commencé, j'ai expliqué 1000 fois, mais en vrai, j'avais un Skyblog. Je faisais des vidéos dans Lyon ici. C'était en 2007, donc il n'y avait pas tout ce truc de YouTube. Il y avait Level Crew, moi, Monsieur Poulpe. Du coup, je faisais ça en parallèle de mon travail. Et un jour, j'ai fait un casting pour un téléfilm sur France 3, qui s'appelle Le Troisième Jour. Enfin, j'ai réussi le casting, j'ai joué dedans. Premier jour de tournage, j'ai fait OK, ça c'est mon métier, sûr et certain. Je croyais que le cinéma français c'était simple, tu fais un film et t'en enchaînes d'autres. Sauf que je suis rentré à Perrache. Et j'ai vu que j'avais pas de film, j'avais rien du tout. Et j'ai fait bon, bah je fais quoi maintenant? Donc j'ai développé les petites vidéos en disant bon bah je vais tourner plein de petites vidéos et comme ça je pourrais me faire jouer parce que ce que je voulais c'était jouer quoi. Entre temps parce qu'on se parlait un peu avec Hugo, Norman et tout et entre temps eux ont explosé sur YouTube vers 2010 un truc comme ça. Moi je faisais toujours des petites vues lyonnaises, j'étais un peu connu à Lyon, tranquille. C'était très très bien et du coup j'ai attendu 7 ans. Et à partir de J'ai mal au rap, là, ça a cartonné d'un coup. Et maintenant, j'habite à Paris et mes vidéos marchent et je fais tout ce que je veux. Je réalise tous mes rêves. Il y a une BD qui va sortir, je rencontre tout le monde. Enfin, un rêve de ouf, quoi. Mais ça a mis beaucoup plus de temps que les autres. Hein. Par contre, les autres m'ont toujours aidé, hein, que ce soit Hugo, Norman, ils ont toujours partagé. Et un jour, J'ai mal au rap a rencontré le public. Ça a marché. Et j'habite plus ici, malheureusement, mais je reviens souvent ici. Comment vous trouvez-vous vos idées pour créer? Je sais pas comment vous faites vous, mais moi, je me nourris de tout ce que je vois. Je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries, et je me nourris de tout ça. Et au bout d'un moment, ça fait... Une fois que tu as trucs. le sujet, ça peut être... Enfin, moi, je fais des fast-cam sur des sujets précis, donc ça peut être soit un sujet qui me plaît, soit un sujet d'actualité, soit un sujet dans lequel j'ai une vraie expertise. Mais toi, t'es docteur en YouTubologie. Moi, c'est plus simple que ça. Moi, c'est... Mais ça me fait rire, j'y vais. Je pense que ce qui est compliqué à avoir, c'est une fois que tu as choisi ton sujet que tu vas traiter, sous quel angle tu le traites. Est-ce que tu vas traiter sous l'angle, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Bitcoin, tout le monde investit dedans. Ouais. Ou trouver un truc en te disant, lorsque je l'écris, c'est propre à moi et personne ne peut copier ça. Mais en fait, tu te rends pas compte du style. Le style qu'on a tous. On a tous un style, on se rend pas compte qu'on l'a. C'est-à-dire qu'on a un univers, moi j'ai mon univers, t'as ton univers, tout le monde a son univers ici. Et on se rend pas compte de cet univers. On le fait parce que c'est mécaniquement, on est comme ça. Moi, personne n'arrivera à faire des vidéos comme les miennes. J'arriverai pas à faire des vidéos comme celle de Kevin. J'arriverai pas à faire du MXM non plus, ni du Juliette. Enfin, chacun a son propre style et ça, je pense que ça tient de la mécanique. Tu peux pas expliquer. Quand Jean-Pierre Jeunet il fait son style de film, et bah tu sais que c'est un Jeunet, mais tu peux pas expliquer pourquoi ni comment il le fait. Je pense qu'une personne extérieure peut expliquer un style, mais que toi, quand t'écris, tu y penses pas. Exactement, t'y penses pas à le faire. Je pense qu'il y a des idées, des concepts, des choses qui sont dans l'air, qui sont là, et que soit on est ouvert à les prendre, soit on est dans une bonne disponibilité. Moi, c'est le train. Typiquement, j'ai une idée par trajet de train. Je regarde au loin, je vois l'horizon et je me dis... Oh, et là, j'ai les idées qui arrivent. Mais comme par exemple, là, en venant, elle a eu l'idée du Kems. Ça n'existait pas du tout. On a fait le trajet en train, elle a dit on fait un Kems. Et mais je vais écrire un truc sur le Kems, surtout que tu m'as donné une... Mais voilà, bon bref, c'est le et je pense vraiment que ces idées, elles sont là. Et soit on est ouvert à les prendre, soit on reste dans sa vie, ses problèmes, etc. Et on les a pas. Voilà, enfin, moi, c'est ma conception de la créativité. Et d'où l'écriture automatique. Un jour, on m'a dit écris. Mais écrit sans avoir d'histoire. Écrit, ce matin, je me suis levée à 7h30, j'ai mangé un croissant, je suis allée emmener mon fils à l'école, j'avais oublié de lui mettre son goûter dans son cartable. Rien, t'écris. Et au bout d'un moment, il y a une histoire qui arrive, que t'as pas planifiée. Mon premier court-métrage, c'est venu d'une écriture automatique. D'accord, en laissant aller ton esprit. En laissant aller mon esprit. Et l'histoire est arrivée, et quand je l'ai relue, j'ai fait, c'est vachement bien ça. Il y a un truc qui aide vraiment pour écrire, vraiment, et on oublie en ce moment parce qu'on est tout le temps occupé, c'est de s'ennuyer. À mon avis, pour écrire, il faut s'ennuyer. Quand je rouille, comme on dit ici, j'écris beaucoup plus que quand je fais plein de trucs. Des fois, tu es sur ton portable et tout. Et en fait, il faut savoir s'ennuyer pour pouvoir écrire. Pour moi, je trouve que dès que je m'ennuie, j'ai des idées de ouf. Et c'est dur de s'ennuyer aujourd'hui. En général, il reste que la douche. Je sais pas si t'es ouais, en plus, vraiment, il a raison de ouf. Jour de pluie, c'est né après une douche. Hein. Ouais. J'écris aussi, donc là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Mais pour ce que je fais depuis 3 ans, à savoir plutôt des petites émissions avec un concept fort, avec un jeu à l'intérieur, on va dire en gros c'est ça. Il faut que je sorte ça 2 fois par semaine. Moi j'ai une liste, une note iPhone, et il y a plein d'idées et elles sont pas mûres, elles sont pas encore poussées, tu vois. C'est un truc, je sais qu'un jour ça va donner quelque chose, mais pour l'instant c'est pas bon. Des fois tu vas prendre un truc, soit parce que tu l'as vu dans un reportage à la télé ou une vidéo, mais ça peut être quelque chose qui a rien à voir. Je peux très bien être inspiré par une vidéo du Rire Jaune pour une émission qui a rien à voir
C'est juste que ça va me faire un déclic sur un truc, et puis un an après, ça va donner une vidéo, tu vois. Nous, à Angers, on est plusieurs youtubeurs dans le même espace. Ça pousse beaucoup plus vite que quand t'es tout seul. Parce que tu échanges des trucs, tu dis, hey, j'ai cette idée-là, t'en penses quoi? Et l'autre, il dit, bah non, tu devrais rajouter ça et tout, et là, ça, direct. Ouais, c'est le point de commun de tout le monde, ça vraiment. Moi, j'ai plein de vidéos que j'ai fait 6 mois après avoir commencé à les écrire. Je vais m'arrêter si je me trompe, mais je pense qu'on a tous été à un stade extrêmement avancé et abandonné une vidéo. Mais moi, j'ai déjà tourné une vidéo que je n'ai pas sortie. Jusqu'au moment où tu cliques sur publier, il y a un risque de dire, bah non, en fait, pas du tout. Je ne vais pas la publier, celle-là. Que quand tu dis, t'as le bouton publier, tu te dis, ah non, je peux pas me permettre, moi. Moi, je l'ai vécu une fois, c'était il y a 5 ans, tu vois. Moi, j'ai des contre-exemples d'écriture. Évidemment, là, sur le fantôme, j'ai passé 1 an et demi, donc on peut pas plus préparer un court-métrage. C'est 20 minutes, on a passé 1 an et demi. Mon avant-dernière vidéo, c'était un truc sur les années 90, et cette vidéo, je te jure pour de vrai, j'ai mis 30 minutes à l'écrire. Donc c'est un peu moins compliqué, et ça marche tout autant. Donc des fois, ça me frustre parce que je me dis, putain, j'ai mis 1 an et demi pour le fantôme, il y a 400 000 vues. J'ai mis 30 minutes pour les années 90, il y a 1 500 000 Mais vues. tu peux pas, enfin, tu vois. Ouais, dans la mécanique d'écriture, c'est frustrant. Qu'est-ce qui vous a incité à retenter l'expérience Fanta cette année? La première année, j'hésitais au début et j'ai demandé à Maxime, qui avait déjà participé à la première émission, et il m'a dit franchement, bonne expérience, que des bons retours sur YouTube sur la saison 1. Et donc du coup, moi j'ai choisi 4 personnes dans mon équipe l'an dernier. C'était des gens créatifs, sérieux. Comme ça s'est bien passé et que Thomas de mon équipe a pu remporter la deuxième. Je savais que t'allais dire que t'allais gagner. Parce que c'est important de préciser qui a gagné, tu vois, à un moment. Voilà. Comme ça s'est bien passé, j'ai accepté de reparticiper à la saison 2. C'est en partie parce que t'as gagné que t'as accepté de... Quelqu'un qui gagne un titre et qui le défend pas, c'est faible, je trouve, tu vois. Que t'as hacké le jeu comme tu hackes le Games. Non, tu peux pas hacker ce genre de jeu. D'accord. Ouais, bah écoute, moi j'ai gagné la première saison. Mais t'as perdu la deuxième contre moi. Effectivement, il y a la troisième qui arrive. Belle, là. Il y a une extrême bonne ambiance entre les coachs, c'est ça. En fait, le truc, c'est que ça peut que bien fonctionner dans le sens où les gens, ils sont invités à participer sur YouTube. En fait, on fait des annonces sur nos chaînes. Il y a des milliers de personnes qui participent sur YouTube et on sélectionne les meilleurs parmi des milliers. Et ensuite, ils sont coachés par des intervenants qui sont des mecs qui ont fait leurs preuves sur YouTube. Et du coup, ça crée une ambiance de gens qui sont là pour ça, qui sont vraiment créatifs, comme le disait Kevin. Et ça marche super bien du coup. Qu'est-ce que vous attendez de vous cette année? Alors moi, j'ai sélectionné une équipe très musicale en fait, donc j'attends beaucoup d'eux pour la deuxième session qui est dédiée à la musique. C'est sur ça que je veux tout casser. Moi, j'ai choisi très différemment cette année de l'an dernier. Lorsqu'on prend 4 personnes qui sont expertes dans 4 domaines différents, ils ont placé leur ego entre guillemets dans 4 domaines différents, donc ils acceptent de travailler ensemble. Cette année, en fait, comme le format de l'émission est très différent, je me suis dit qu'il fallait que je prenne 3 personnes qui réalisent très bien. Donc les 3 personnes que j'ai prises sont d'âges différents, mais ont les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'ils sont très intéressés par le cinéma, très intéressés par la réalisation. Et le problème lorsque tu as 3 personnes qui sont intéressées par la même chose, c'est qu'ils ont les mêmes égos. Et donc du coup, ça se clash beaucoup sur la première session. C'est très intéressant à gérer parce que du coup, moi, je me transforme d'ingénieur à commercial à manager. Et je dois commencer à dire, écoute, il est plus jeune, il faut que tu fasses attention. Ou alors, écoute, lui, il est vieux. Enfin bref, je commence à faire psy, quoi. C'est génial. Enfin, c'est formidable. Et pour ton équipe, tu penses qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de cette expérience avec Fanta? C'est tellement complet, ça couvre tellement de domaines différents. C'est une école dingue, avec des professeurs dingues en fait. Tu vois. Je parle pas de moi, mais je parle des intervenants. Justement, on va parler des intervenants. Donc John Rachid, tu as fait une masterclass d'écriture l'année dernière. Comment tu as vécu ce moment déjà? Moi, je trouve ça cool de donner des conseils à des gens qui veulent faire ça. Moi, je leur ai dit comment je fonctionnais, pourquoi je faisais ça et tout. Et c'est bien d'aiguiller pour pas qu'ils fassent trop des trucs chelous pour réussir. Moi, c'était ça, je ciblais surtout sur le fait que être connu pour être connu, ça sert à rien en fait. Pas qu'ils mangent marron quoi. Voilà, c'est ça, pour pas qu'ils mangent marron, c'est ça. Et puis il y en avait des très talentueux en plus. Hein. C'est vraiment cool de partager ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on sait faire. Tu vois, donc, et puis même j'avais fait des petites vidéos qui s'appelaient le tutorialiste et j'avais kiffé faire ça, on s'était vraiment marré sur le tournage et c'est des petites vidéos qui sont toujours disponibles. Ça te donne des vraies clés de comment on fait une vidéo, de comment ça se passe et j'aime bien partager les expériences, on est là pour ça, si on est mis en avant, autant partager et pas faire que des trucs pour nous. Juliette, toi tu as animé une masterclass acting. J'adore transmettre, donc moi c'est un besoin, c'est un vrai plaisir, un vrai kiff et du coup je leur ai fait faire 1000 exercices de comédie, comment être crédible dans l'improvisation, comment ne pas trop surjouer. Et donc j'aurais dit voilà, prenez ce métier comme si vous vouliez être acteur de cinéma, caricaturez rien, n'en faites pas des caisses, c'est insupportable. Et genre ils sont rentrés vraiment dans une dynamique de on va être des De Niro et des Pacino à la fin de la masterclass. Ils m'ont fait des trucs, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui vraiment on était bluffés. Vous pouvez les voir d'ailleurs, elles sont en ligne sur YouTube et j'étais bluffée de ce qu'ils m'ont donné. C'était super généreux. Dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jimmy, donc sa chaîne c'était Captain Groschat. Sur sa chaîne, il avait tout le temps un cache-œil et jouait un personnage qui s'appelait le Captain Groschat. Il s'est rendu compte que lorsqu'il enlevait
son cache-œil, et qu'il ne pouvait plus jouer ce personnage en face de la caméra. Il était extrêmement timide et paralysé, limite de jouer quelque chose. Ce qu'il m'a dit, c'est que la masterclass de Juliette l'a énormément décomplexé par rapport à ça, parce que ça l'a vraiment aidé à prendre plus confiance en lui. Et moi, je le ressens lorsque je regarde ses vidéos maintenant, qu'il est beaucoup plus sûr de lui, sans avoir à jouer son personnage habituel. Il peut parler tranquillement lui-même devant la caméra. Je pense que j'ai posé énormément de questions et que c'est le moment où vous pouvez en poser vous. Quelqu'un a dit à chaque jour suffit sa peine. Du coup, je me demandais, votre vision va jusqu'où? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Moi, je réfléchis pas du tout en termes de temps. Je réfléchis en termes de projet. Là, j'ai mon premier manga. J'ai encore un tome signé. Je vais sans doute en faire trois autres de plus. J'aimerais faire un animé. Là, sur ma chaîne, j'ai fait un clip. J'aimerais en faire plus. Déjà, ça prend 15 ans, déjà, ça. Hein. Voilà, c'est ça. J'aimerais faire des courts-métrages. Ouais, je pense que c'est ça, il a raison, il a résumé, c'est les projets qui emmènent. Moi, je sais pas ce que je fais dans 2 mois, je sais quel projet je vais faire dans 2 mois. Moi, je sais que je vais aller vers le cinéma, c'est sûr et certain, mais je me dis pas, dans 15 ans, tu vas voir que des films au cinéma et pas de chaîne YouTube, parce que je compte pas arrêter non plus ma chaîne YouTube à côté. L'avenir, c'est la minute d'après pour moi, voilà, c'est ça, tu vois, c'est une phrase de rap, hein, attention, toujours. Mais ouais, il n'y a pas de vrai. Ouais, dans 10 ans, je suis là, c'est comme ça va évoluer comme ça. Lorsqu'on travaille sur un projet et que on donne 100% de notre personne, en fait, il y a des portes qu'on ne soupçonne pas qui s'ouvrent. Oui, ça c'est vrai. Quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, je fais ça 3 ans le temps de mon école d'ingé, j'ai mon diplôme, je vais faire ingénieur en Californie et c'est fini. 2 ans et demi après que j'ai commencé YouTube, j'allais être diplômé et là on me propose de faire un manga qui est mon rêve d'enfance. On me propose de doubler un film, on me propose etc. Et en fait, la réalité c'est que lorsqu'on entreprend des projets et qu'on se donne à 100%, il y a tellement de portes insoupçonnées qui s'ouvrent, font qu'aujourd'hui, je suis moins stressé parce que j'ai confiance en ça. C'est ça qui me motive d'aller travailler. J'ai vraiment oublié de dire ça, mais c'est vrai. Hein. Chaque projet t'emmène des trucs de dingue. Hein. Vraiment, moi, le jour de pluie m'a emmené le fantôme m'emmène une série, un film. Enfin, chaque chose emmène des trucs. Tu fais jamais rien pour rien. Et j'ai aussi une BD qui va sortir à la rentrée. Voilà, je vais essayer de concurrencer Kevin. Je veux préciser quelque chose. Ça amène des choses quand on sort des projets de qualité. Oui. Et à chaque fois que tu fais un pas, des fois ça s'éclaircit, des fois non. Très belle métaphore, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai travaillé. Et donc... Ouais, moi je crois au chemin de traverse. Juliette, elle est incroyable, elle fonctionne que par métaphore. Mais j'adore. Pour ces horaires de crèche, je suis arrivée sur YouTube. On m'a dit, mais t'es malade, attends, t'auras jamais un Molière. Et j'ai dit, bah c'est pas grave, c'est peut-être pas mon chemin. Et personne comprenait YouTube à l'époque. Tout mon milieu de comédien était, mais qu'est-ce que tu vas faire? Des vidéos? Mais pourquoi? Mais reste sur scène avec nous. Et en fait, en partant vers ce chemin de traverse, et ben je suis allée plus vite qu'eux. Enfin, plus vite. Bizarrement, plus vite. Parce que c'est pour ça que j'ai eu la série sur TF1. C'est grâce à ma chaîne YouTube. Sinon, j'aurais été noyée dans la masse de comédiennes. Alors là, tu dis plus vite parce que pour toi, le théâtre, c'était pas la finalité. Ah non, oui, c'est le cinéma. Bah ouais. J'avoue. Parce que quelqu'un qui veut être au théâtre, il a pas été plus vite, il est au théâtre, quoi. C'est vrai. Alors, ma finalité, c'est vrai. En fait, pour se lancer, est-ce qu'il faut écrire d'abord le projet et après envisager l'équipement pour le tournage? Ou alors il faut d'abord avoir l'équipement et après avoir des idées et écrire les projets. Ça dépend du projet que tu as. Tu veux faire quoi Tu sais ce que tu veux faire? Je veux pas être devant la caméra, ça c'est sûr, parce que je suis trop timide. Donc tu veux réaliser? Ouais, j'ai plutôt envie de réaliser, enfin aider à la réalisation. Mais tu sais, tu peux faire aussi des trucs avec la voix. Donc tu peux avoir besoin que d'un ordi et faire du montage et raconter des trucs super intéressants à la voix. Quoi. Après, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut que tu écrives ce que tu as envie de faire et après tu cherches les moyens pour réaliser au plus près ce que tu avais en tête. Bah, quand on écrit des courts-métrages, on écrit le court-métrage d'abord et après on se dit bah il faudra... Sachant qu'aujourd'hui, et même avec un iPhone, tu peux filmer et ça fonctionne très bien. Le plus important quand tu filmes, c'est le son. On peut regarder une vidéo où l'image est moyenne, mais pas une vidéo où on comprend pas ce qui se dit. Vous écrivez, vous êtes humain comme tout le monde. Est-ce que ça vous arrive? C'est faux. Ah, merde. Bon, bah alors ma question n'a aucun sens alors. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être confronté un petit peu à la page blanche, vous avez rien qui sort, des grosses remises en question qui vous donnent envie des fois de tout plaquer Je vais répondre rapidement, la page blanche, ouais, grave, souvent. Et avoir envie d'arrêter, jamais. Envie d'arrêter, non. Parce que je pense que quand t'aimes quelque chose, si t'aimes jouer au basket, un jour tu te fais éclater. Tu vas pas arrêter de jouer au basket pour autant. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que je suis tellement passionné par ce que je fais qu'en fait, mon bonheur ou mon humeur dépend de ce que je crée actuellement. Et si pendant 2 mois, j'écris que des choses qui me plaisent pas, je vais me sentir misérable. Par contre, lorsque je vais écrire un truc incroyable et je suis sûr que ça va plaire à tout le monde, pendant tout le processus, je suis très heureux. Lorsque ça sort pendant 3 jours, je suis très heureux. Et après, je rentre dans la phase où... Tout ça pour 3 jours. Hein. Mais on est tous dans le même truc. Ouais, mais c'est ça. Je disais tout à l'heure, on a le même cycle. Ouais, clairement. En fait, c'est ça. C'est que la chance des personnes qui sont passionnées, c'est d'avoir une passion et d'avoir un drive lorsqu'ils se réveillent. La malédiction des gens passionnés, c'est que lorsqu'ils n'arrivent pas à créer quelque chose de bien,
ils sont terriblement malheureux. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez sur les gens et surtout sur les jeunes et comment ça vous fait vous sentir? Surpuissant. Non, moi je m'en rends compte perso et j'essaye de faire gaffe sur ce que je propose et comment j'influence mon audience. Bah oui, quand on a une communauté, on est forcément un peu responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on transmet. Donc, enfin moi, avant, je le faisais pas. J'étais un peu plus politiquement incorrecte. Et maintenant, je fais un peu plus attention à mon contenu pour pas que ce soit mal pris par personne. Moi, j'ai du mal à insister là-dessus. C'est pas toujours évident parce que l'humour fait qu'on a envie de se lâcher un peu. Mais je fais un tout petit peu plus attention à ça depuis que ma communauté a grossi. Mais je trouve que justement, quand tu réussis à faire un truc qui offense personne, qui fait rire tout le monde, c'est plus fort en fait. Exactement, de l'humour positif. Enfin, je pense qu'on a tous conscience de l'impact qu'on a, mais pas à quel point, tu vois. Et ça se voit dans les gros youtubeurs FR, il n'y a pas de gens complètement inconscients, tu vois, heureusement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font des conneries quand même et qui... Oui, il y en a que je trouve mais après, personnellement, personnellement, des fois, on est engagé. Moi, je suis engagé, j'ai des convictions et des fois, je les mets dans mon travail. Donc, les convictions, des fois, tu peux pas faire... Moi, je peux pas lutter contre mes convictions. J'arriverai jamais à être plat et à être... Mais ça, et à essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est positif d'avoir. Mais j'essaie de pas choquer, mais forcément, il y a des positions que je prends plus que d'autres, tu vois. Et donc, forcément, je me ferme à une partie du public. Est-ce que vous avez toujours eu confiance en vous? Non. Ah oui. Sans surprise. Non, dans mon travail en fait, parce que personnellement j'ai toujours eu confiance en ce que je faisais, mais dans mon travail des fois je disais c'est peut-être pas ouf ce que je fais là. Donc non, j'ai pas toujours eu confiance en mon travail, mais en moi oui. Merci beaucoup, merci à tous, Merci, vous avez été au top. d'être venus, on est ravis. Merci Hakim. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions déjà en discutant entre nous. Évidemment, donc on remercie Fanta qui a organisé cet événement pour vous voir. Ici à Lyon, ça change de Paris, c'est cool. Merci évidemment au Gaumont qui nous a accueillis et à toute l'équipe qui a organisé cette émission et à vous d'être venus. Et vive Lyon, on peut le dire. Au public. Vive Lyon. C'était trop bien. Alors l'équipe des youtubeurs était vraiment sympa et le fait de pouvoir interagir avec leur communauté, franchement c'était une expérience assez cool. Justement ça change de voir des youtubeurs parler de leur métier professionnellement. C'est cool de pouvoir les voir en vrai, avoir leur ressenti sur le métier que eux font tous les jours. S'adresser aussi aux parents, aux personnes qui comprennent pas forcément leur métier. C'était vachement intéressant de savoir les points de vue de chaque youtubeur, sachant qu'ils pensent pas tous la même chose. Sachant qu'ils font pas la même chose. Qu'ils font pas la même chose, pas tous la même chose. J'ai été content de rencontrer mes vidéastes préférés, notamment Hakim Omiri et Amixem. Les suivre sur internet c'est quelque chose, mais les voir en face c'est toujours mieux. C'était bien d'avoir leur ressenti personnel sur leur situation, parce que c'est vrai que le métier de youtubeur c'est pas forcément un métier facile à définir comme je sais pas le métier de pompier ou... Du coup non, c'était vachement cool, merci. Bah oui, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé ça très intéressant. À refaire hein.